Excellent. Et donc, on en était arrivé à quelle page? 50. Excellent, la page 50. Très bien. Eh bien, on va essayer de continuer là-dessus. On avait vu que vers le milieu du paragraphe, on avait dit que une perception directe, vous vous souvenez, une perception directe, c'était quoi la définition d'une perception directe? Oui, Une perception. Quand elle appréhende l'objet, oui, en on dit effet. ça comme ça? C'est dans la bonne direction. Une cognition, une conscience qui est non erronée. Il faut le dire peut-être différemment. Elle est non erronée. Et il y a quelque chose qui va avec, c'est qu'elle est libre de conceptualisation. Ouais. Parce que dans la tradition bouddhiste, on pourrait dire que toutes les consciences sensorielles, du point de vue de toutes les écoles bouddhistes, les consciences sensorielles sont nécessairement libres de conceptualisation. Elles ne pensent pas. Et elles sont non erronées, ce sont des perceptions directes, en effet. Très bien. Donc ça, on avait parlé de ça, on avait vu qu'il y avait un aspect aussi. Et il en reparlera justement dans la suite du texte aujourd'hui. Très bien, donc le deuxième paragraphe de la page 50 dit « La conception conçoit ce qui n'est pas réel, ce qui est fictif. » Donc là, on pourrait débattre. Tout de suite, là, d'emblée, on pourrait débattre tout de suite. On pourrait se dire, si dès l'instant où on conçoit quelque chose, est-ce que ce quelque chose est nécessairement pas réel et nécessairement fictif? Parce qu'on perçoit l'image de la chose réelle. Je peux concevoir la table, Ah. on l'a enlevée, Oui, je peux la concevoir, alors Oui. elle existe. exactement. Donc en effet, Dominique et Jordan, vous avez dit des choses très importantes. Donc, Jordan dit, si par exemple on pense à une table, est-ce que la table, elle est réelle ou fictive? Elle est réelle. La table, oui, mais pas ce qu'on conçoit. Exactement, pas ce qu'on conçoit lui-même. Le concept lui-même est fictif, en effet. Donc c'est là où il faut faire cette distinction. On verra que justement, l'objet apparent d'une conception, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est fictif. C'est nécessairement fictif. C'est une conception, c'est une fiction utile, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est-à-dire c'est Mais l'image de l'objet d'engagement. voilà, exactement, c'est là où on fait la différence avec l'objet d'engagement. L'objet d'engagement, c'est ce que comprend notre conscience, c'est ce que réalise notre conscience d'un certain point de vue. Et donc, l'objet d'engagement peut être tout à fait un objet réel, impermanent, etc. Ouais, ok, c'est génial. Donc la conception n'est pas capable d'entrer en contact direct avec la réalité. On passe toujours par un intermédiaire. Donc au Samanya Lakshana, au fictif, correspond la conception. Parce que le fictif, le phénomène généralement caractérisé, est nécessairement l'objet apparent d'une conception. Et au réel, le Swalakshana comprend la perception. Et donc là, c'est pareil. On va dire que c'est l'objet réalisé explicitement par une perception, l'objet réel. Parce que vous vous souvenez, on avait vu la dernière fois qu'on pouvait réaliser une absence qui est permanente. Et donc, notre perception visuelle peut réaliser une absence. Oui. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas une réalisation explicite. Donc on aura le temps d'y revenir, ne vous inquiétez pas. Très bien. C'est la pierre angulaire, la base de l'épistémologie et de la logique bouddhique, surtout du point de vue Sautrantika. C'est la base du système de Dharmakirti et Dignaga. Cette base est claire. Ce qui va être plus difficile à déterminer, ce sont les contours précis du Swalakshana et sa relation avec la vérité ultime. Mais ce qui est bien clair, c'est qu'au Swalakshana correspond la perception et au Samanyalakshana correspond la conception. Ça, c'est vraiment fondamental. On a ces deux univers presque scindés, vraiment presque infranchissables. Bien sûr qu'il peut y avoir des ponts, des passerelles entre les deux. Mais on a ces deux univers de la perception et de la conception. Et les objets apparents des perceptions sont nécessairement des phénomènes impermanents, les Swalakshana, et les objets apparents des conceptions sont nécessairement des Samanya Lakshana, des fictions utiles. Très bien. Parce que la perception est directe, elle est non erronée. Voilà, exactement, c'est ce qu'on vient de dire. Et donc, elle est capable de voir les choses telles qu'elles existent. Elle entre en contact direct, ici direct est simplement une notion psychologique, avec les choses.
Au contraire, la conception n'est pas capable de voir les choses telles qu'elles sont. Supposez que vous pensiez à votre chambre, vous ne voyez pas la chambre telle qu'elle est. Vous avez simplement une sorte d'image mentale et c'est cela qui vous aide à vous remémorer la chambre. Mais cette image mentale ne correspond pas à la chambre ou alors très indirectement. Donc en effet, il faut que cette image mentale ait une relation avec l'objet lui-même. Parce que s'il n'y avait pas de relation du tout, ce serait quoi cette conception conceptuelle? Ce serait quoi? Une conception fausse. Exactement, cette conscience conceptuelle serait une conception fausse. En effet, si on pense que cette table en face de nous est une table en carton, alors que c'est une table en bois, notre objet d'engagement est totalement pris à tort pour autre chose. Et donc ce sera une conception fausse, pas simplement erronée. Elle ne va pas seulement se tromper à l'égard de son objet apparent, parce que ça c'est normal pour une conception, mais elle va en plus se tromper à l'égard de son objet d'engagement, l'objet qu'elle est censée comprendre. Très bien. Donc il faut qu'il y ait quand même une relation infaillible entre le concept ou la conscience conceptuelle et son objet d'engagement, même si cette relation doit être indirecte. Très bien. Donc la conception n'est pas capable d'entrer en contact direct avec la réalité. Seule la perception en est capable. Le contact de la conception avec la réalité ne peut être qu'indirect, parce qu'il dépend de la perception et aussi des concepts. Donc c'est ça qui est important chez Acharya Dharmakirti, c'est qu'il dit toujours que la conceptualisation, elle doit avoir des bases dans la perception. C'est presque obligatoire d'un certain point de vue. Si par exemple on pense à des cornes de lapin, cette conceptualisation, elle repose sur le souvenir d'une corne et sur le souvenir d'un lapin. Mais bien sûr, on n'a jamais vu de corne de lapin. Mais la conceptualisation va réassembler deux souvenirs pour en faire une conception fausse, par exemple, dans ce cas-là, une corne de lapin. Mais il faut qu'il y ait quand même des bases dans la perception. La conception, elle a nécessairement besoin de reposer sur du perceptuel. Très bien. Et aussi, elle repose sur les concepts, comme on l'a vu. Donc, l'objet direct de la conception, c'est ce que j'ai appelé le concept. Donc, l'objet direct ou l'objet apparent, selon la façon dont il l'exprime ici, ça va être l'objet apparent. Donc, c'est ce que j'ai appelé le concept, ou ce qu'on va appeler plus précisément le Samanya Lakshana. Très bien. Ok. Donc là, on pourrait débattre aussi. On pourrait débattre sur cette phrase. L'objet direct ou l'objet apparent de la conception, c'est ce que j'ai appelé le concept, ou ce qu'on va appeler plus précisément le Samanya Lakshana. Est-ce qu'il y a une équivalence infaillible entre concept et Samanya Lakshana, entre concept et phénomène généralement caractérisé? Premier soupir de la matinée. Pardon. Alors, il y a des concepts qui sont purement intellectuels. Oui. Donc, ils n'ont pas de représentation perceptuelle directe. Oui. Par exemple, la corne de lapin? Non, un concept conceptuel, c'est-à-dire la liberté. Ok, très bien. Il n'y a pas de perception directe de la liberté. Il y a des illustrations, mais il n'y a pas de perception directe. En effet, très bien. Ok. Très bien. Donc lui, il va en parler quand il parle de la bonté. Il va en parler dans la suite. Très bien. Donc on va dire que la conceptualisation, l'image mentale de la liberté, ça va être, cette image mentale, cette représentation conceptuelle, c'est un phénomène généralement caractérisé, vous êtes d'accord? En fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle généralement caractérisé? C'est parce que on va piocher différentes instances, différentes illustrations, et on va faire un gloubi-boulga, un truc général qui va un petit peu correspondre à toutes ces instances différentes, qui ne sera aucune d'elles, mais qui va être un petit peu le reformatage de tout ce qu'on aura perçu. Par exemple, si on pense à nos chaussures, on pense à nos chaussures telles qu'on les a vues hier, aujourd'hui, etc., avant-hier, avant-avant-hier. Et donc, on fait une représentation très générale
on mixe un petit peu l'aspect spatio-temporel de nos chaussures. C'est pour ça que c'est une généralité. C'est un phénomène généralement caractérisé. Mais tout phénomène généralement caractérisé n'est pas nécessairement un concept. C'est là où je voulais en venir. Le phénomène généralement. Est-ce que l'espace incomposé est un concept? Sont généralement caractérisés, les phénomènes permanents, non? Exactement. Tous les phénomènes permanents sont nécessairement généralement caractérisés, en effet. Pas des concepts qui sont existants. Exactement. Et tout à fait. C'est-à-dire que l'espace incomposé, pour les Sotrantika, c'est un phénomène généralement caractérisé. Il est permanent. C'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais l'espace incomposé n'est pas un concept. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a trois possibilités entre concept et phénomène généralement caractérisé. Si c'est un concept, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé, un samanya lakshana. Mais si c'est un samanya lakshana, c'est pas nécessairement un concept. Par exemple, l'espace incomposé, une absence n'est pas un concept. L'absence d'éléphant sur la table n'est pas un concept. C'est un phénomène qui existe là quelque part, mais qui a besoin d'un concept pour exister d'un certain point de vue. Ouais, vous vous souvenez quand on étudie les débats, où on voit justement la définition d'un phénomène généralement caractérisé, du point de vue du Sotrantika, c'est un phénomène qui existe au travers d'une simple imputation pour les Sotrantika. Donc il a besoin d'un concept. Ça veut dire que c'est un sous-existant, c'est ça qu'on va voir dans la suite du texte. Très bien. Donc il dit par exemple, je pense à la bonté. L'objet de la conception est un concept, donc l'objet apparent de la conception, bien sûr. Là, il faut garder ces distinctions, parce que l'objet d'engagement, c'est quoi? Si on pense à la bonté, l'objet d'engagement de la conception, c'est quoi? C'est l'illustration de la bonté. Ou la bonté elle-même, la généralité, la bonté. Ouais. Comme la généralité, la liberté, la généralité démocratie, etc., etc. Il y a des généralités comme ça, qui sont des phénomènes insubstantiels, qui sont abstraits, mais qui sont malgré tout, qui restent impermanents. Et qui sont quand même des phénomènes réels, mais qui sont plus... Par exemple, la bonté, puisqu'il parle de la bonté, c'est un définiendum. Elle a une définition. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'objet d'engagement, c'est la définition? Alors, l'objet d'engagement, c'est à la fois c'est le définiendum et la définition qui sont liés. Si par exemple on pense au feu, si on pense au feu, on pense à ce qui est chaud et brûlant, et on pense au feu. Oui, mais chaud et brûlant, ça existe dans la perception. Alors que si tu penses à la bonté, les éléments... Ouais, d'accord. Ouais. Les éléments qui l'illustrent existent, d'accord. Exactement. Et la bonté elle-même existe. D'accord. Ouais, tout à fait. On pourrait dire que même il le dit à un moment donné dans la suite du texte, il dit c'est comme la compassion, c'est un facteur mental, la bonté. Donc ça veut dire que quand on pense à la bonté en général, on va penser à la généralité, la bonté, et toutes les instances de cette généralité sont les facteurs mentaux qui se trouvent dans l'esprit des êtres, qui sont des facteurs mentaux de compassion, de bienveillance, etc. Ouais. Très bien. Très bien. Ok. Alors, donc, en effet, par exemple, je pense à la bonté, l'objet apparent de la conception est un concept. On va dire, l'objet d'engagement, c'est pas un concept. La bonté, c'est un phénomène qui existe, c'est impermanent, etc., etc. On pourrait dire que c'est une image mentale, mais c'est un concept. C'est le concept, le samanya lakshana, qui est l'objet direct de la conception. Ce n'est pas le swalakshana, ce n'est pas le réel, qui lui ne peut être l'objet direct que de la perception. Exactement. La bonté, par exemple, la bonté, si on est dans un moment de bonté, de bienveillance, etc., on va nous demander après dans quel état d'esprit tu étais. On va dire j'étais dans un moment de bonté. Ça veut dire qu'on percevait directement, grâce à notre conscience mentale, on percevait dans quel état d'esprit on était. Et donc ça, cette bonté était l'objet apparent d'une perception directe. Une perception directe mentale. Ouais, exactement, une perception directe mentale. Très bien. Il y a donc ici une différenciation radicale sur le plan de la connaissance entre l'ordre logique ou conceptuo-linguistique et l'ordre réel.
Il y a ce qui est réel, ce qui est perçu par la perception, ce qui est perçu explicitement par la perception, on va dire. Et il y a ce que la conception imagine ou pense, qui correspond à l'ordre conceptuel des choses. Mais l'ordre conceptuel des choses ne correspond pas à l'ordre réel. C'est ça qui est intéressant. C'est là où ça pose question d'ailleurs. Ce sont deux choses bien différentes qui ne sont pas entièrement séparées, mais qui sont bien différentes. On est d'accord? Elles ne sont pas totalement séparées, parce que comme on l'a vu, pour avoir une conception de nos chaussures, il faut avoir perçu nos chaussures avant. Donc c'est la même entité, on peut dire. On pourrait dire que tu veux dire la conscience conceptuelle et la perception directe? Oui, parce que si la perception directe disparaît, s'il n'y a plus de perception directe de la chose, on ne peut pas la conceptualiser. On pourrait dire que si on regarde les choses du point de vue de l'holistique, on dira qu'elles ne sont pas la même entité, mais qu'elles ont une relation causale. Puisque, puisque la conscience qui se souvient des chaussures, c'est une cognition subséquente. Ouais. Ok. Ouais, c'est une cognition subséquente. Et donc, elle est engendrée justement par la cognition valide qui l'aura précédée. Très bien. Et on pourrait dire d'ailleurs que même si, il va parler dans la suite du texte, si on voit nos chaussures et qu'on pense à nos chaussures, on peut le faire. On peut voir et penser à nos chaussures en même temps. Dans ce cas-là, il sera difficile de dire que les deux, même si les deux coexistent, la perception directe et la conception, que les deux seraient une même entité. Puisque c'est deux champs différents, en fait. Ils apparaissent différemment à des consciences. Si par exemple, un Bouddha omniscient perçoit, c'est un pléonasme de dire un Bouddha omniscient, mais une conscience omnisciente qui perçoit quelqu'un en train de voir et penser à ses chaussures, pour lui, il verra deux consciences différentes. Il les observera comme étant séparées. Ouais. Très bien. Donc ce sont deux choses bien différentes, la perception et la conception, qui ne sont pas entièrement séparées, mais qui sont bien différentes. Par exemple, j'ai ici ce micro et je le perçois par l'expérience, par la perception. Je peux dire que c'est un micro, ou je peux dire que ce n'est pas une fleur. Est-ce que les deux sont valides? Oui, exactement. Ils sont valides. Exactement. Ce micro est un micro. Et ce micro n'est pas une fleur. Donc les deux sont valides. Mais il y a quelque chose qui fait la différence entre les deux. Le fait que ce micro n'est pas une fleur n'est pas une chose réelle. Donc le fait que ce micro n'est pas une fleur. C'est-à-dire l'absence de fleurs, on peut parler? On pourrait dire ça, l'absence de fleurs en lieu et place du micro. Exactement, parce que l'absence de fleurs, c'est une négation non affirmative, c'est un phénomène permanent. Et donc, ça peut être... C'est pas une perception directe qui ne soit pas une fleur. Exactement, ça ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. Malgré tout, ce micro qui n'est pas une fleur, est-ce que ce micro qui n'est pas une fleur, est-ce qu'il est perçu par une perception directe? Ce micro, oui. Oui. Oui, exactement. Ce micro qui n'est pas une fleur. Donc c'est là où on a des difficultés sur la façon de formuler les choses. Quand on voit par exemple les phénomènes coextensifs avec l'isolat de chose, par exemple, chose qui est l'opposé de ce qui n'est pas une avec chose, c'est une chose. C'est l'un des phénomènes coextensifs qui est impermanent. Donc chose qui est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est une chose. Et là, ce micro qui n'est pas une fleur, c'est un micro. Malgré tout, qui n'est pas une fleur, est-ce que c'est notre conception, notre perception visuelle ou notre conception qui fait la distinction? C'est la conception, exactement. Tout à fait. Donc la conception et la perception peuvent très bien viser le même objet, en fait, mais avec des modes différents, en fait. Très bien. La conception s'amuse à faire des différences et à dire cet objet n'est pas une fleur, n'est pas un livre, etc. Donc cette différence est conceptuelle. C'est intéressant. C'est intéressant parce que est-ce que cette différence n'est que conceptuelle? Si vous avez besoin de prendre votre livre parce que vous avez un cours, etc., et juste à côté vous avez une fleur,
Si vous devez sélectionner avec votre perception l'un ou l'autre des objets, est-ce que c'est votre conception qui le fait ou c'est vos yeux? C'est la perception. C'est la perception. C'est la perception. Donc malgré tout, le fait que ce livre ne soit pas une fleur, ça appartient à la nature du livre. Le livre, il n'est nécessairement pas une fleur, c'est dans sa nature. C'est ce que dit Achala Dharmakirti, il dit n'importe quelle chose est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Donc ça veut dire que le livre est nécessairement l'exclusion d'une fleur. Mhm. Donc ça veut dire que c'est déjà dans la nature du livre. Mais que va faire la conscience conceptuelle? Elle va révéler cette nature-là, Mhm. cette nature de non-fleur du livre. C'est vrai. Elle va le révéler de manière explicite, on va dire. C'est-à-dire que de manière implicite, n'importe quel livre est nécessairement pas une fleur, et nécessairement pas un autre livre, et nécessairement rien de ce qui n'est pas ce livre. Donc ça, c'est dans sa nature, et ça, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas nécessairement révélé de manière explicite. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une conscience conceptuelle qui sélectionne vis-à-vis de quoi on le compare, par rapport à quoi on le compare. Et sinon, en fait, sinon, tout simplement, le livre est juste l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui. Mais si on doit sélectionner une fleur ou une table, etc., qu'est-ce qu'il fait? C'est notre conscience conceptuelle. En disant, bah, ce livre n'est pas une table. Ce livre est tout autant une non-fleur qu'une non-table. Mais quand on dit ce livre n'est pas une fleur, on choisit de comparer le livre avec autre chose, avec la fleur elle-même. Très bien. Ok. Donc cette différence est conceptuelle. Ce qui est réel, c'est l'objet lui-même qui existe d'une façon bien précise dans le temps et l'espace. Vous vous souvenez, soit l'akshana, à sa nature, à sa durée et à sa localisation spatiale, vraiment spécifique. Les différenciations que l'on établit, avec un T, que l'on établit comme le fait que ce n'est pas une fleur, ne sont que conceptuelles. Donc en effet, quand on révèle explicitement le fait que ce livre ne soit pas un tigre, ne soit pas une fleur, ne soit pas un nuage, etc., dans ce cas-là, on a besoin de la conscience conceptuelle. Cela correspond à l'ordre conceptuel des choses, mais l'ordre conceptuel n'est pas une réflexion directe de l'ordre réel. C'est une réflexion indirecte. Ok. Donc là, on a une question d'un étudiant. Dans les termes employés, la signification change en français d'une école à l'autre. Est-ce pareil en tibétain? Oui, tout à fait. Réel, par exemple, peut traduire le mot denjuk, qui veut dire établir réellement. Et c'est pareil en sanskrit. En sanskrit, c'est satya siddhi. Les mêmes termes sont employés avec des significations différentes par diverses écoles. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose en philosophie occidentale. C'est quelque chose qui est inhérent à une tradition philosophique. C'est-à-dire que d'un contexte à l'autre, le même mot aura des sens très différents. Oui. Et donc l'étudiant dit, vous avez donné comme exemple le concept, comme exemple de concept, la bonté. Lui dit, attention, j'ai parlé du concept de bonté, pas la bonté elle-même. La bonté n'est pas un concept, la bonté est une généralité, mais n'est pas un phénomène généralement caractérisé. Ouais. C'est-à-dire que chez les Gelugpa, on va faire une différence entre un phénomène généralement caractérisé et une généralité. Est-ce qu'une table est une généralité? Oui, Une table est une généralité parce que... parce qu'il y a des tables en bois, des tables en fer, des tables rondes, des tables carrées, voilà. Exactement. Et même cette table en face de nous est une généralité. Pourquoi? Parce qu'il y a la table d'hier, la table de demain, la table de... Exactement. Tout à fait. Et donc, si elle a des instances, c'est nécessairement une généralité. Ouais. Donc, instance et généralité, ça c'est très très important, c'est très important à étudier. Donc, si un phénomène a plusieurs instances, c'est nécessairement une généralité. Donc, cette table est une généralité. Est-ce que cette table est un phénomène généralement caractérisé? Non, c'est une perception directe. Parce que c'est l'objet apparent d'une perception directe, elle est impermanente. Et les phénomènes généralement caractérisés sont permanents. Très bien. Donc on pourrait s'amuser à débattre. Combien de possibilités entre généralité et phénomènes généralement caractérisés? Pour le vendredi matin à 9h26. Eh bien,
Donc, toutes les généralités ne sont pas généralement caractérisées. Tout ce qui est généralement caractérisé, est-ce que c'est des généralités? Mhm. Tout ce qui est généralement caractérisé, ça c'est embêtant. Est-ce que ce ne serait pas le grand qui serait généralement, est-ce que ce ne serait pas 3 avec généralement caractérisé et dedans des généralités? Alors, ça voudrait dire que si c'est une généralité, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé? Eh bien non. Non. Alors c'est 4. Puisqu'on a dit la table est une généralité, parce qu'elle a des instances. Elle Ou n'est c'est pas un 4, phénomène. actuellement. Non, c'est 4. Donc ce serait 4 alors. Donc ça veut dire que ce serait deux cercles qui s'entrecroisent. Alors, ouais, ça veut Deux dire cercles qui s'entrecroisent. généralité, phénomène général. Si par exemple, si on cherchait quelque chose qui serait à la fois une généralité et un phénomène généralement caractérisé, Le concept de table. ok. Donc le concept de table, le concept lui-même est une généralité. Pourquoi? Il y a plusieurs instances. On peut dire ça, en effet, ouais, le concept de table euh, que Dominique a dans son esprit, que Jordan a dans son esprit, etc., etc. En effet, on pourrait dire qu'aussi un concept, c'est un phénomène généralement caractérisé. Pourquoi? Ou c'est un phénomène général, une généralité, parce que il mixe, comme on a dit tout à l'heure, toutes les tables. Ouais. Le concept de table mixe toutes les tables qu'on a perçues, etc. On élimine tout ce qui n'est pas table et on a un truc extrêmement général. Donc c'est en effet une généralité. Et c'est un phénomène généralement caractérisé. Maintenant, si on devait trouver un phénomène généralement caractérisé qui n'est pas une généralité, Alors, l'espace incomposé l'espace à composer n'est pas une généralité. n'est pas une généralité, excusez-moi. Il n'y a pas d'instance. Oui. Alors, ah ben si, il y a des instances. Si, il y a des instances. Ah, Il y a l'espace de l'Est, l'espace de l'Ouest, l'espace du Nord, l'espace du Sud. ouais, exactement. Donc ce sont des instances de l'espace. Donc l'espace est nécessairement une généralité. Ouais. Ah, phénomène généralement caractérisé. Un phénomène généralement caractérisé, c'est la bonté. La bonté, c'est un phénomène généralement caractérisé. La bonté, ça veut dire que c'est permanent. Ça peut pas être un facteur mental alors. Ça Le m'énerve. temps, le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Non, le temps, c'est un facteur composé non associé, c'est une chose. En effet, le temps est un facteur composé non associé et c'est en effet une généralité. C'est une généralité. Et comme c'est un facteur composé non associé, c'est une chose qui n'est ni forme ni matière, donc ne peut pas être un phénomène généralement caractérisé. Parce que c'est permanent, les phénomènes généralement caractérisés. Donc moi, je dirais que si c'est un phénomène généralement caractérisé, c'est nécessairement une généralité. Parce que ça mixe. Ça mixe. Ouais, exactement. Ça mixe l'aspect spatio-temporel. C'est-à-dire que euh, si on a un concept, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé et c'est nécessairement une généralité parce que ça mixe toutes les instances en fait en une. C'est comme si toutes les instances étaient mélangées les unes avec les autres. Et on pourrait dire que n'importe quel phénomène permanent, n'importe quel phénomène généralement caractérisé, n'importe quel permanent a nécessairement des instances, non? Oui. On ne peut pas trouver d'exemple de phénomène généralement caractérisé, mais qui n'est pas une généralité. C'est ça que tu Oui, ouais, exactement. Mais je viens juste de trouver un contre-exemple. Par exemple, par exemple, je ne sais pas si on l'avait beaucoup étudié quand on avait étudié les débats il y a 2 ans, mais on avait parlé des connaissables qu'il est possible d'être et les connaissables qu'il est impossible d'être. Il y a aussi les permanents qu'il est possible d'être et les permanents qu'il est impossible d'être. Par exemple, l'espace au sud et l'espace au nord, est-ce que c'est l'ensemble des deux? L'ensemble des deux, est-ce que c'est un phénomène permanent? Si on choisit ouais, l'espace au sud est permanent, l'espace au nord est permanent, et donc l'ensemble des deux, c'est permanent. Ouais.
Par contre, est-ce que l'ensemble des deux, espace au sud et espace au nord, est-ce qu'ils ont des instances? Est-ce que cet ensemble des deux a des instances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être à la fois l'espace au nord et l'espace au sud? Non, et non, et non. Non, exactement. C'est pourquoi c'est un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. Il n'y a rien qui puisse être les deux. Et ça, c'est un contre-exemple. Ça veut dire que c'est un phénomène généralement caractérisé, mais ce n'est pas une généralité, parce que ça n'a aucune instance. Et oui, c'est comme la table et la chaise en phénomène impermanent, c'est pareil. Exactement, tout à fait. C'est comme Michel et Barack Obama pour les impermanents. Et c'est le couple Michel et Barack Obama est un existant et impermanent, mais rien ne peut être les deux. Rien ne peut être à la fois Michel et Barack Obama. Rien ne peut être à la fois une table et une chaise. Malgré Donc, tout, l'ensemble, c'est des trucs impossibles d'être, c'est ça? c'est ça exactement, c'est ce qu'il est impossible d'être. Ouais. Et donc, comme il est impossible d'être, ça ne peut pas être instansifié. Ça ne peut pas, il peut y avoir aucune instance qui soit les deux. Mhm. S'il n'y a aucune instance, ça ne peut pas être une généralité. Voilà. Donc, on a bien 4 possibilités entre phénomène généralement caractérisé et généralité. Je n'ai pas perçu pourquoi. Ça parle à tout le monde ou c'est du charabia? C'est un peu du charabia? Bon, très bien. Excellent. Ouais, ça demande beaucoup de réflexion. Mais c'est vrai que voilà, si on a des bases dans les débats comme Dominique, Bernard, Damien, etc., c'est sûr que c'est plus facile. Mais sinon c'est un peu... Ouais. Mais c'est intéressant. OK. Donc, 4 possibilités entre phénomène généralement caractérisé et généralité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concordance absolue entre les deux, il n'y a pas d'équivalence. Alors que pour comment dire, ceux qui vont faire une lecture très littérale de Dharmakirti, ils vont faire une équivalence entre les deux. Ils vont dire si c'est pas un phénomène spécifiquement caractérisé et que ça existe, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé. C'est-à-dire que si c'est pas spécifique en termes de localisation, etc., si c'est un petit peu général, ça commence déjà à être un phénomène généralement caractérisé. Mais nous, on va dire non, puisqu'une table est générale, puisqu'elle a des instances. Elle a des instances. Chose est générale, etc. Et pourtant, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Bon, très bien, on va essayer de continuer. Ok, donc attention, j'ai parlé du concept de bonté. C'était l'exemple d'un objet d'une conception, le concept de bonté. C'était ça qu'il évoquait comme étant un phénomène généralement caractérisé. Mais la bonté elle-même n'est pas un phénomène généralement caractérisé. C'est une généralité, mais c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Très bien. Est-ce que la réalisation de la bonté est une conception? Donc il dit, je n'ai pas parlé de la bonté, mais du concept de bonté. Comme on peut parler du concept de micro. Je n'ai pas dit que la bonté était ou non un concept. De cela, on pourrait en parler. Donc en effet, c'est ce qu'on disait, certains vont dire que dès l'instant où c'est général, c'est un phénomène généralement caractérisé. Mais nous, dans la tradition Gelugpa, on va dire non, il n'y a pas besoin nécessairement. Exactement, il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Il y a 4 possibilités. De cela, on pourrait en parler. Mais ici, j'ai parlé du concept de bonté. La bonté, si on pense que c'est une qualité mentale, n'est évidemment pas un concept. Si on pense à la bonté comme étant la compassion, par exemple, évidemment, la bonté et la compassion sont des qualités mentales, et donc sont des choses réelles, sont des facteurs mentaux. Mais j'ai parlé du concept de bonté, qui lui est un concept. Là, on est d'accord. Très bien. Lorsque vous dites que chez les Gelugpa, on définit soit l'akshana comme un phénomène qui n'a pas besoin d'être imputé par la conscience conceptuelle, est-ce que cela veut dire que les Gelugpa adoptent complètement le point de vue Sautrantika? Non, pas du tout. Donc il va expliquer qu'il y a des lectures, par exemple, imaginons un prof d'histoire qui va expliquer une période de dictature dans un pays, etc., est-ce que lui, il va prendre à son compte la dictature en disant bah, c'est génial? Non, pas forcément. Si c'est un prof d'histoire qui fait juste une relation, qui est en train d'expliquer ce qui s'est passé, etc., au sens historique, etc., il n'est pas obligé de prendre à son propre compte le fait que ce soit, comment dire, que ça doit exister, que ce soit bon, etc.
Là, les Gelugpa sont en train de décrire le point de vue de Dharmakirti. Ça ne veut pas dire qu'ils prennent à leur propre compte le point de vue de Dharmakirti. Très bien. Ok. Ok, donc ça, ce paragraphe, c'est ça qu'il dit. Très bien, donc si on passe à la page suivante, page 53. La partie Sautrantika du système de Dignaga et Dharmakirti repose donc sur une différenciation rigoureuse entre le réel et le non-réel, le Swalakshana et le Samanya Lakshana. Le Samanya Lakshana, oui, c'est pas très grave. Sur le plan de l'ontologie, donc la façon dont les choses existent, ontologie, et sur une différenciation tout aussi rigoureuse sur le plan de la connaissance entre la perception et la conception. Ça veut dire qu'il faut que les deux correspondent, l'ontologie et l'épistémologie. L'ontologie, c'est la façon dont les choses existent. L'épistémologie, c'est la façon dont on les perçoit, dont on prend connaissance de ces phénomènes. Il faut que les deux correspondent parfaitement. Si on dit par exemple, le Père Noël existe, mais personne ne l'a jamais vu, et on ne peut pas vous prouver qu'il existe, ça va être difficile. Ça va être difficile. Comment est-ce qu'on peut affirmer un fait ontologique s'il n'y a rien qui peut prouver ce fait ontologique? Et donc c'est pourquoi d'ailleurs dans les bases établies, ils disent que la définition d'une existence c'est qui est perçu par une cognition valide. Exactement, observé par une cognition valide. C'est là où on a cette corrélation infaillible entre l'aspect ontologique existant, l'aspect épistémologique observé par une cognition valide. Il faut que les deux correspondent. Si on disait un existant, on pourrait ou pas l'observer par une cognition valide, ce serait très difficile. On dirait à ce moment-là, Spider-Man existe, mais personne ne l'a jamais vu. Mais ce serait très difficile. Ok. Très bien. La perception a accès à l'ordre réel des choses. La conception n'a accès qu'à l'ordre conceptuel des choses. Alors là on pourrait débattre. Là, on pourrait débattre. Est-ce que la perception n'a accès qu'à l'ordre réel des choses? On n'avait pas dit la dernière fois par les perceptions fausses. Il y a des perceptions directes fausses. Ah, alors en effet. Je peux voir de lune, par exemple, si je louche. Est-ce que techniquement, on peut l'appeler une perception directe? Eh bien non, on ne peut pas l'appeler une perception directe, mais c'est une perception quand même sensorielle. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'appeler une perception directe si on voit deux lunes alors qu'il y en a erronée. Parce qu'elle est erronée. Si on a une conscience erronée, on n'a nécessairement pas une perception directe. Parce que la définition de perception directe... Est-ce que c'est aussi l'exemple de c'est la pénombre, je vois quelque chose sur le sol, je pense que c'est un serpent, et en fait ce n'est qu'une corde. Tout à fait, exactement, ouais, c'est tout à fait ça. C'est exactement l'exemple du serpent avec la corde. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une cognition fausse. Voilà. On appréhende quelque chose qui n'existe pas. Et dans ce cas-là, ouais, c'est difficile de l'appeler perception directe en fonction, bien sûr, de la définition qui est donnée là, comme étant une cognition libre de conceptualisation. Là, on est d'accord, mais elle est erronée. Donc si elle est erronée, elle ne peut pas être une perception directe. Très bien. Donc à ce moment-là, si on parle de voir un serpent au lieu et place d'une corde, on ne pourra pas l'appeler perception directe. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Comment est-ce qu'on pourrait appeler cette cognition si on ne peut pas l'appeler une perception directe, puisqu'elle est erronée, alors qu'une perception directe est nécessairement non erronée? Petite musique d'ascenseur. C'est ce que disent les Tibétains au débat. Quand ils n'ont pas une réponse, ils disent Chiltang, voilà, mais en général, il y a une définition, un définition, mais moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas entendu la question. La question, c'est si par exemple on voit un serpent au lieu et à la place d'une corde, puisque ça ne peut pas être une perception directe, puisqu'une perception directe est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, puisque là on a quelque chose d'erroné, comment est-ce qu'on peut l'appeler, cette cognition? C'est une perception sensorielle. Ouais. C'est une perception fausse. Voilà, une perception fausse sensorielle. Ou une cognition fausse sensorielle. Exact, tout simplement. Exactement. Ouais, c'est vrai que parfois on va chercher un peu loin, mais
une cognition sensorielle fausse ou une cognition fausse sensorielle, une cognition fausse non conceptuelle. Ouais, ça va? Ça va pour tout le monde? Mm. Ok. Tous les micros sont coupés presque, donc très bien. Ok, donc la perception a accès à l'ordre réel des choses. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que, en effet, si c'est une perception, ça ne peut pas être erroné. Donc il faut que ce soit réel. Ouais. Mais il faut que ça existe. Il faut que ça existe. Mais la perception, comme on l'a dit la dernière fois, si vous allez à Lavore et qu'on vous demande est-ce que sur la route de la Bastide à Lavore, est-ce qu'il y a un banc? Et vous, vous dites, ben non, il n'y a pas de banc. Et on va vous demander, mais comment vous le savez? Ben parce que j'ai perçu l'absence d'un banc, un non-banc, l'absence d'un banc. Et l'absence d'un banc, est-ce que c'est un phénomène spécifiquement caractérisé ou un phénomène généralement caractérisé? Une absence. Généralement. Exactement, une absence, c'est un phénomène permanent. Pourquoi est-ce qu'une simple absence est un phénomène permanent? Parce que pour changer d'instant en instant, il faut qu'il y ait une substance d'une certaine manière, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit là, qui puisse changer d'instant en instant. Mais une absence, il n'y a aucune substance, c'est une simple absence. Comment est-ce qu'une absence pourrait se transformer d'instant en instant? Ouais. Comment est-ce que l'espace incomposé, qui est la simple absence d'obstruction matérielle, pourrait être plus grand, plus petit, plus vide, plus jaune, plus rouge, etc. Ça ne peut pas se transformer. Donc une simple absence est permanente. Et la perception directe peut réaliser une absence. Si on vous demande est-ce qu'il y a une tasse de café sur votre table, s'il n'y en a pas, vous êtes capable de le dire. Est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres, s'il n'y en a pas, vous êtes capable de le dire. Si on vous demande comment tu le sais, parce que je l'ai perçu directement. C'est pas une inférence, c'est pas une déduction logique qu'on fait. On raisonnerait en disant bah tiens, puisque je vois le fond de la boîte aux lettres, je ne perçois pas de courrier, etc. Donc il n'y a pas de courrier. On n'a pas besoin de raisonner. Un animal n'a pas besoin de raisonner. Si par exemple vous mettez une croquette à votre chien devant ses yeux, hop, vous lui détournez l'attention et vous enlevez la croquette, il regarde à nouveau, hop, il se rend compte que où est-ce qu'elle est passée. Et donc, c'est que sa perception visuelle se rend compte d'une absence. Il n'y a pas besoin de raisonner. Donc ça veut dire que la perception a aussi un accès à l'ordre irréel, mais d'une manière implicite. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Mais là c'est juste une introduction, donc c'est pourquoi il n'y a pas besoin nécessairement d'en parler. Mais là, je donne plus de détails qu'il ne faudrait, mais ce n'est pas très important. Et la conception n'a accès qu'à l'ordre conceptuel des choses. Est-ce que c'est vrai dans tous les cas? Non, parce qu'on peut concevoir une corne de lapin. Par exemple, alors la corne de lapin sera de l'ordre conceptuel, puisque c'est une simple imputation. Mm. Dans ce cas-là, ça joue quand même. Mais la conception n'a pas accès qu'à l'ordre conceptuel des choses, puisque la conception peut penser à une table. Oui. Et la table n'est pas de l'ordre conceptuel. Mm. Donc, dans ce cas-là, on parle dans cette phrase-là, la perception n'a accès à l'ordre réel des choses, la conception n'a accès qu'à l'ordre conceptuel des choses. Dans ce cas-là, on parle des objets apparents des deux, pas des objets d'engagement. Ouais. D'accord. Ok, ça veut dire qu'une absence, par exemple, ne sera pas l'objet apparent d'une perception directe. Ce sera l'objet d'engagement, mais ce ne sera pas l'objet apparent, par exemple. Très bien. Cette dernière différenciation entre ordre réel et ordre conceptuel est un pas très important franchi par Dharmakirti. Par exemple, si l'on se place du point de vue madhyamika, que ce genre de texte fait, c'est un premier pas franchi vers la compréhension que les objets n'existent pas réellement, qu'il n'y a pas d'objets réels, qu'il n'y a que des objets qui existent nominalement. Donc ça, c'est pour le prasangika. Pour le prasangika madhyamaka, on dirait que tout ce qui existe n'existe qu'au travers d'une simple désignation. Ouais. Et donc ici, les Authentica nous aident beaucoup à comprendre ça. Donc il va expliquer. Donc pour les prasangika, ce que fait Dharmakirti est un premier pas franchi dans leur direction. Évidemment, pour Dharmakirti, les choses sont différentes, car il ne se place pas dans l'objectif madhyamika. Il était chittamatra, en fait. Cependant,
il établit là une distinction importante et fort difficile à faire entre ce qui existe réellement et ce qui n'existe pas réellement, mais néanmoins n'est pas complètement non existant. Ça, c'est génial. Ça, je trouve ça magnifique. C'est l'un des points forts des Santrantika, c'est d'expliquer tout ça. Il dit donc qu'il y a 3 divisions. Ce qui est réel, qu'on peut toucher directement, voir directement, etc., de manière explicite, etc. Ce qui est non réel, mais qui existe quand même, et ce qui n'existe pas du tout. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Ce qui n'existe pas du tout, ce sont les cornes du lièvre. Le fils d'une femme stérile. On pourrait dire le fils génétique d'une femme stérile. Parce que... Enfin bref, après c'est juste des considérations. Maintenant, il y a des choses comme la fleur, le vase, etc., qui sont réelles. Puis entre ces choses et ces non-choses, entre ces existants et ces non-existants, il y a un domaine d'existence qui est conceptuel. De phénomènes qui existent, mais qui ne fonctionnent pas, et donc qui ne sont pas réels. Ils existent parce qu'elles peuvent être comprises et ont une certaine validité. L'espace incomposé existe, ça a une certaine validité. Les absences existent. L'absence du soi, l'absence d'un soi autosuffisant substantiel, ça existe. Si ça n'existe pas, personne ne pourrait le réaliser, personne ne pourrait obtenir le nirvana et l'éveil. Et du point de vue, bien sûr, des écoles mahayanistes, la vacuité existe. Très bien. Si nous parlons du concept de bonté, ce concept correspond à quelque chose. Ce concept existe. C'est un phénomène permanent, temporairement permanent, mais il existe. Je peux en parler et je peux distinguer ce qui lui correspond et ce qui ne lui correspond pas. Ce genre de distinction a une certaine validité et donc le concept de bonté n'est pas une chose complètement non existante. Mais ce n'est pas une chose réelle non plus, puisque ce n'est pas une chose qui a une position précise dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas réel, mais c'est quelque chose qui a une existence nominale, qui a une existence seconde ou inférieure. C'est ce qu'on va appeler une existence nominale en opposition à une existence réelle. Ça, c'est génial. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les Vaibhashika, eux, ne faisaient pas cette distinction-là. Pour eux, tout ce qui existe est réel. Vous vous souvenez, dans la définition d'un Vaibhashika, c'était quoi? Ça, c'est pour Bernard. Alors, ça, c'est la définition de chose, en effet. Mais la définition d'un Vaibhashika... La définition d'un Vaibhashika, c'est ce qui est un tenant du véhicule fondamental qui n'accepte pas l'autocognition et qui accepte que les phénomènes extérieurs sont véritablement établis. Denjup, Ranri Minde Chinchinden Denjup to de Betemeng et Juptamawa Kanzak Jidamawetseni. Très bien, donc ça veut dire que Chiden, Denjup, les phénomènes extérieurs sont établis réellement. Sont établis réellement. Alors que pour tous les Vaibhashika, en tout cas les Vaibhashika qui sont étudiés là, dans ces écoles, les phénomènes sont établis réellement. Il n'y a pas de phénomène imputé dans le sens qui n'existerait pas réellement, qui ne serait pas réellement établi. Et tout ce qui existe est réellement établi. Alors que la définition d'un Sotrantika donnée par la Majetsunpa, c'était dans Chiden ni Kelembe Temeng Dotamawe Gonzag de. Ok. Oui, mais c'est pas donné dans la définition, c'est donné ailleurs. Ok. C'était où? Ok. Ok. C'était où il faisait la différence. Il disait que c'est pour les phénomènes impermanents qui sont véritablement établis. Ok. Donc c'est dans la suite du texte de la Majetsunpa. Ok. Denbarjuba. Exactement. Donc il dit ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction, un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction,
c'est la définition d'une vérité ultime pour les Sautrantika. Mm. Ensuite, il dit Dundan Denba, Denba Juba, Mwepo Jeba Mitaba Duje Dze, etc. Ransen Nam Dunji. Donc il dit vérité ultime, véritablement établie, choses, produits, etc., sont équivalents. Donc ça veut dire que, où je veux en venir, c'est que pour les Vaibhashika, tout ce qui existe est véritablement établi. Pour les Vaibhashika. Pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est que ce qui est impermanent qui est véritablement établi. C'est que ça, la réalité pure et dure, solide, du concret, etc. Les phénomènes permanents ne sont pas véritablement établis. C'est ça qui fait la différence. Donc les Vaibhashika considèrent que tout ce qui existe est véritablement établi. Les Sautrantika vont dire seuls les impermanents sont véritablement établis. Ce sont des phénomènes, des existants substantiels. Et c'est là où justement il est en train de parler de ça. Il dit c'est ce qu'on va appeler une existence nominale en opposition à une existence réelle. Ça veut dire qu'une existence nominale, c'est une existence, mais c'est un peu fantomatique par rapport au truc pur et dur, concret, etc. C'est ça qui est intéressant. Et si on comprend bien ça, on verra que chez les Prasangika, tout ce qui existe a une existence un peu fantomatique, a une existence purement nominale. Très bien, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Ouais, c'est génial. Ok. Donc, dans le domaine de la philosophie bouddhiste, c'est la première fois qu'on trouve cette distinction entre existence réelle et existence nominale. Celle-ci est faite sur la base d'une distinction rigoureuse entre perception et conception. Et c'est aussi la première fois qu'elle est faite dans le cadre de la philosophie bouddhique. Les Vaibhashika ne distinguent pas rigoureusement perception et conception, de même que les adversaires de Dharmakirti et Dignaga, c'est-à-dire surtout les Neyayika, les tenants de la philosophie Nyaya. Pour eux, la conception n'exclut pas la perception. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. J'essaierai de vous envoyer un texte par rapport à ça pour la prochaine fois. Justement, qui est aussi composé par Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality, où il parle de distinction conceptuelle, identité substantielle et distinction conceptuelle. Et là, on va voir justement un petit peu ce que disent les tenants de l'école Nyaya. Il dit que les Nyaya acceptent deux sortes de perceptions, la perception non conceptuelle et la perception conceptuelle. La perception conceptuelle est ce qu'on appelle un jugement perceptif. Par exemple, je vois le micro. Le premier moment est un moment de perception non conceptuelle. Et ensuite, je pense que c'est un micro. Et c'est alors un jugement perceptif. Et pour les Nyaya, une perception conceptuelle. C'est également une conception. Donc pour eux, il n'y a pas d'opposition entre perception et conception. Les deux choses ne s'excluent pas. Pour eux, il n'y a donc pas d'opposition entre l'ordre réel des choses et l'ordre conceptuel. La pensée reflète ce qui existe, et les distinctions conceptuelles que nous faisons sont la réflexion de distinctions réelles. C'est-à-dire qu'ils vont dire la table en face de moi, la table orange en face de moi, la table en face de vous, etc., etc., même si du point de vue de l'entité c'est la même, vu qu'il y a des distinctions conceptuelles, on a trois tables. La table orange, la table en face de moi, etc., la table en face de vous, ça fait 4 tables. Et donc, il y a une multiplication de phénomènes, en fait, pour les Nyaya. Donc, la pensée reflète ce qui existe et les distinctions conceptuelles que nous faisons sont la réflexion de distinctions réelles. Lorsque je dis que ceci n'est pas un livre, ce genre de distinction qui est conceptuelle reflète quelque chose qui existe en réalité. Donc, on aurait une infinité de tables. Cette table qui n'est pas bleue, cette table qui n'est pas un livre, cette table qui n'est pas une fleur, etc., etc. C'est énorme. Donc pour les Nyaya, comme d'ailleurs pour les Vaibhashika, il n'y a pas de distinction entre ordre réel et ordre conceptuel, les deux sont confondus. Cela va amener les Nyaya à élaborer une philosophie qui pousse le réalisme jusqu'à l'extrême, où toute distinction conceptuelle doit correspondre à une distinction réelle. Donc, un réalisme, dans ce cas-là, réalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est, dès l'instant où il y a une distinction conceptuelle, c'est la condition minimale et suffisante pour dire qu'on a en face de nous un phénomène. Et donc, un phénomène réel. C'est pour ça qu'on les appelle des réalistes à l'extrême, en fait.
Est-ce que c'est vraiment ce que pensaient les Nyaya? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ils ont beaucoup débattu avec les bouddhistes. Et donc, on arrive à retrouver leur point de vue, en fait, grâce à ces débats. Donc, en fait, ils vont dire que la table est la table qui a une couleur orange, la table qui n'est pas une fleur, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes réels. Mhm. Par exemple, pour les Nyaya, le micro est fait de parties qui sont différentes du micro. Mhm. Parce que lorsqu'on le voit, on ne voit pas forcément toutes ces parties. Ils disent qu'il y a les parties et que lorsqu'elles se rassemblent, elles produisent le tout, le micro, qui est réel et différent des parties, mais différent dans le sens réellement différent. Mhm. Parce que nous, on va accepter qu'une table est différente de ses parties, mais ce ne sera pas une différence réelle. Très bien. Ils en arrivent même à dire que si on pouvait peser de façon assez sensible, on verrait qu'il y a une différence de poids entre les différents, entre les éléments mis séparés et les éléments mis ensemble et réunis en un micro. Le micro lui-même est un tout et il est différent de ses parties. Ça veut dire que si vous avez un micro en kit, vous le pesez. Vous avez un micro où toutes les parties sont assemblées, vous le pesez. Il pèse plus lourd. C'est-à-dire que le tout pèse plus lourd que l'ensemble des parties. Donc, est-ce que ce que diraient les Nyaya, c'est difficile à dire, mais en tout cas, eux, ils vont dire que le tout a une existence réelle, les parties ont une existence réelle, et donc les deux ne sont nécessairement pas une seule et même chose, et donc sont nécessairement séparés, sont nécessairement des phénomènes réellement distincts. Donc ça, c'est intéressant. Et donc forcément, Acharya Dignaga a essayé de contrecarrer les vues Nyaya, qui eux ont essayé de contrecarrer les vues de Dignaga. Lui, il a essayé de défendre les points de vue bouddhistes, et donc ça a donné des raisonnements extrêmement subtils. Ça a donné cette école, ce Trantika qui suit le raisonnement. Et c'est pendant des siècles, en fait, ils ont débattu. C'est ce qu'il dit dans la page d'après, au moins 5-6 siècles. Et donc c'était très intéressant, c'était passionnant, puisque ça a permis aux écoles de se raffiner. C'est vraiment très intéressant, cette évolution de la pensée grâce à ces débats, etc. Donc nous, on va dire non, la perception est nécessairement non conceptuelle. Pourquoi? Parce que la perception est non erronée. Et la perception ne perçoit que ce qui est réel. Si on dit la conception était non erronée elle aussi, ça voudrait dire qu'elle aurait un référent qui aurait une réalité. C'est-à-dire qu'il y aurait autant de tables qu'il y a de conception de la table. Il y aurait la table qui est orange, qui a une couleur orange, la table qui est en face de nous, etc., etc. Vu que la conception si elle était non erronée, elle correspondrait à quelque chose de réel. Donc on aurait autant de tables qu'on peut en concevoir. Et ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la parcimonie ontologique de Dharmakirti. C'est son entreprise, dans Recognizing Reality, il y a cette mention-là, la parcimonie ontologique, qui dit non, regardez en face de vous, il y a combien de tables? Enfin là, dans le temps, il y en a beaucoup. Mais si on en avait qu'une en face de nous, il n'y en a qu'une. Hein, si on dit cette table qui n'est pas une fleur, cette table qui n'est pas un verre, etc. En réalité, il y a combien de tables? Une seule. Et donc, toutes ces distinctions sont irréelles, ne correspondent pas à quelque chose de solide, de concret dans la réalité. C'est ça l'entreprise de Dharmakirti. Ouais, c'est pour ça qu'il fait ces distinctions perception-conception. Ça parle à tout le monde? Bravo, 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 c'est super, excellent. Donc, je vous enverrai ce texte justement de Geshe-Dreyfus, distinction conceptuelle et identité substantielle. Ça nous aidera un petit peu à comprendre tout ça et ce ne sera pas vraiment une digression, ce sera juste un point supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Et à 15h pour les débats. Ouais. Merci à vous. Merci. Tout à l'heure. Prenez soin de vous. À tout à l'heure. Ciao, ciao.